Bien, bonsoir, je suis heureux de vous revoir tous pour cette réunion de rentrée. Nous allons reprendre nos réflexions qui seront comme chaque année intenses. Je suis content d'accueillir François Gerlotto qui, longtemps, quand il était en fonction, a signé d'un royaliste François Vigmontex pour commenter l'actualité scientifique et les questions écologiques. Sur mon blog, il y a déjà 2 ans, nous avons engagé un débat soutenu, très approfondi, sur cette question de l'écologie. Et chemin faisant, on a trouvé qu'il serait intéressant que François concentre toute sa réflexion dans un livre que nous avons publié cet été, qui est là, que je vous encourage naturellement à acquérir. Je vais laisser à François le soin de présenter ce livre et ensuite on engagera le débat avec lui. François, tu as la parole. Merci Bertrand, bonsoir. Merci d'être venu pour un sujet qui n'est pas forcément ni simple ni comment dire. Voilà, merci. Cette discussion dont parle Bertrand, effectivement, a été un peu un déclencheur, mais il y a eu d'autres problèmes. Et le premier, pour moi, ça a été l'incompréhension des concepts de l'écologie par la population. Je suis moi-même écologue. Alors, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais écologiste, mais on s'est fait confisquer le nom de la discipline, et donc on a dû en trouver un, on est écologue. Et je suis plus précisément écologue comportemental. Bon, enfin, je ne vais pas passer là-dessus, mais cela dit, ça a été ma carrière. Évidemment, quand on est professionnel, on rentre dans les détails et on s'étonne que les autres ne le fassent pas. Mais quand même, on arrive parfois ici à des choses complètement ahurissantes. Et alors, la semaine dernière, j'ai reçu deux informations, le même jour pratiquement, qui m'ont paru excellentes comme introduction à ce discours. Le premier, ça a été un article sur ce site web, Les Crises, que vous connaissez tous, et qui dit « Un nouveau rapport indique qu'il est hautement probable que la civilisation humaine s'effondre en 2050. 30 ans et on est tous morts. » Bon. En même temps, je reçois autre chose qui vient du Collectif national pour la souveraineté et la justice sociale, qui est pareil sur le web, et qui dit « Lettre de 500 scientifiques sur le climat, il n'y a pas d'urgence climatique. » Alors, on est là dans deux extrêmes. Bon, je n'ai pas entièrement lu ces trucs-là, mais les deux sont... ces conclusions viennent de la poursuite jusqu'à l'absurde de courbes ou de dérives ou de tendances que l'on a pu rencontrer. Et ça ne veut pas dire que la vérité est au milieu. Hein. En science, il n'y a pas une moyenne. On ne peut pas dire la Terre est plate, d'un côté la Terre est ronde, on va faire une moyenne, elle est ovale et on est content. C'est pas possible. Donc il y a certainement là-dedans une réalité qui malheureusement n'est pas comprise, ou en tout cas présentée par ce qu'on va dire la société civile. Alors, du coup, ce qui est grave, c'est que ces positions mènent à des prises de position extrêmement fortes. À la limite, monsieur Donald Trump qui dit le réchauffement climatique, c'est les Chinois qui font ça rien que pour nous embêter. C'est une position un peu rapide et qui, n'empêche, entraîne la politique des États-Unis, ce qui est quand même pas rien. Donc, à partir de là, on s'est dit tous, il faut un petit peu y réfléchir plus sérieusement, et je m'y suis collé. Je vais vous donner, alors, bon, je vais surtout vous faire des anecdotes parce que je ne vais pas vous embêter avec mes chiffres et des trucs comme ça, mais je vais vous raconter quand même un truc que vous connaissez tous, qui est, on pourrait dire, une pièce en 5 actes, qui est l'interdiction du diesel à Paris, des voitures diesel à Paris. Bon, vous savez tous que, premier acte, il y a des particules fines dans l'atmosphère. Ces particules fines viennent
des moteurs diesel, du gazole. Donc on arrête, on interdit le diesel et il n'y a plus de particules fines. Tout le monde est content. En plus, c'est bon pour les affaires parce qu'on change complètement le parc automobile de la ville. Bon, ça c'est le premier acte. Deuxième acte, ouais d'accord, mais première chose, d'où vient l'essence? Alors là, je vais vous donner j'ai fait des chiffres un peu bidons. On va dire que c'est pas Paris, c'est une ville dont le nom commence par P, finit par S. Vous avez 2 millions de voitures dans cette ville. 1 million essence, 1 million diesel. Chaque voiture consomme, on va dire, 10 litres de combustible par semaine. Donc vous avez 10 millions de litres d'essence, 10 millions de litres de gasoil consommés par semaine. Vous enlevez les voitures diesel, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir 2 millions de voitures à essence, on va consommer 20 millions de litres d'essence. Mais cette essence, elle n'est pas fabriquée, elle est extraite du pétrole. Autrement dit, dans un baril de pétrole, vous avez tant de litres d'essence, tant de litres de gasoil. Vous ne pouvez pas transformer le gasoil en essence. Donc si vous voulez multiplier par 2 votre consommation, eh bien vous multipliez par 2 votre production. Ça veut dire que, premier point, cette décision qui est prise uniquement dans une vision de mesurer les particules fines implique qu'on va augmenter la production et l'exploitation du pétrole. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'écologie. Et puis il y a un autre problème, c'est que du coup, puisqu'on va produire 2 fois plus de pétrole, on va produire 2 fois plus de gasoil qu'on n'utilise plus. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors là, on arrive dans la troisième étape. C'est facile. Si j'avais de l'argent, j'achète pour rien toutes ces voitures diesel, j'achète le gasoil, je vais vendre tout ça en Afrique, Dakar, Abidjan, Conakry, etc., etc. Je vends tout ça en disant c'est pas cher et en donnant tous les arguments qu'on nous a donnés à nous pour nous expliquer que le gasoil c'est formidable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai augmenté ma production de pétrole et j'ai pas du tout arrêté ma consommation de gasoil. Parce que, évidemment, je vous raconte ça, c'est peut-être pas encore fait, mais c'est ce qui va se passer. Ça s'est déjà passé à l'époque de M. Juppé quand il avait voulu mettre à la casse tout un tas de petites voitures, là, les Juppettes. On les a toutes retrouvées en Afrique. Moi, j'y étais, je peux vous dire que j'en ai même acheté une. Bon, ça veut dire donc que si on ne fait pas attention, on prend une décision et puis on s'aperçoit que, on va augmenter la production de pétrole, que 2, on ne va pas du tout réduire la pollution aux particules fines, simplement on va la déplacer. On va la sortir de chez nous, on va la mettre chez les Africains. Alors ça, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Mais alors, c'est pas tout. Quatrième acte, l'essence, elle produit moins de particules fines, mais elle produit plus de CO2 et plus de molécules cancérigènes. Ah, alors on est coincé parce que c'est un peu la même chose que dans le temps l'amiante. L'amiante, on en a mis partout. Pourquoi? Parce qu'on a résolu le problème des incendies urbains. Et puis on s'est aperçu que c'était pas une bonne idée. Mais à l'époque, il a bien fallu faire avec. Là, c'est pareil. On a résolu le problème des particules fines et maintenant on se trouve avec un autre problème. Mais c'est pour plus tard. Le CO2, vous voyez, il y en a qui vous disent que c'est pas grave, qu'au contraire, ça fait pousser les pissenlits, c'est formidable. Les trucs cancérigènes, ouais, vous savez que le vent, ça va aller en Ukraine, là-bas, en Roumanie, tout ça. C'est donc on s'en fiche un petit peu. Alors, l'autre solution, quand même, c'est de dire, à ce moment-là, on va passer à la voiture électrique. Formidable. Alors là, il n'y a plus du tout de consommation. Et la voiture électrique, c'est très bien, mais on passe alors là à l'épisode, ce que j'appellerais l'épisode de la Oroya. La Oroya, c'est un coin que j'ai visité quand j'étais au Pérou. C'est l'un des 10 sites les plus pollués du monde. C'est une mine de métaux lourds et de terres rares qui est située à 4000 mètres d'altitude. Alors déjà, rien pour aller là-haut, on a du mal à respirer. Quand vous y allez, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un brin d'herbe, il n'y a rien. C'est entièrement noir, c'est couvert de poussière. Tous les enfants, alors les statistiques vous disent 98, je ne sais pas combien, c'est-à-dire tous, souffrent de saturnisme. Ça veut dire que ça va depuis le débit léger jusqu'au gravataire complet. La rivière qui traverse la Oroya, elle est chargée de sel de mercure, de sel de plomb, de tout ce que vous voulez. Elle descend, elle traverse une vallée qui est une vallée très fertile. Elle passe dans des villes comme Huancayo qui ont 200 000 habitants.
Et cette rivière, il n'y a pas une goutte qui peut servir à quoi que ce soit. On ne s'en sert pas pour le bétail, on ne s'en sert pas pour l'irrigation, on ne s'en sert pas évidemment pour l'industrie, on ne s'en sert pour rien, on la laisse partir jusqu'à la mer. La mer, c'est un peu comme l'Afrique, c'est pas grave, c'est perdu. Moi, je crois que c'est très grave ce problème, parce que on repousse cette histoire que je vous raconte, qui part tout simplement qui a l'air d'être du bon sens. Les moteurs gasoil produisent des particules fines, il n'y a qu'à les arrêter. Et ben, ça vous fait des pollutions qui n'ont pas cessé, de nouvelles pollutions, de la surproduction de pétrole, des changements qui sont des faux changements écologiques, et tout ça sans que personne ait réfléchi plus loin que le bout de son nez. Bon, alors, c'est une petite piécette amusante, mais vraiment, je trouve que c'est typique à l'heure actuelle de la façon dont nous, la société, nous considérons l'écologie. L'écologie, ça veut dire, oulala, il y a un truc qui est embêtant, on va arrêter de le faire, ou alors on va le faire ailleurs, et puis nous, on sera propre. Alors, on en est là. On en est là, une incompréhension générale et des décisions qui sont en général prises sans réfléchir plus loin que le bout de son nez, et dont on ne sait absolument pas où elles vont aller. Donc il faut quand même réfléchir un petit peu à ces problèmes d'écologie. C'est quand même beaucoup plus sérieux que les bagarres qu'on peut avoir de temps en temps, comme celle-là, qui nous disent que c'est très bien le CO2 parce que le maïs va être content. À partir de là, on s'est dit quelle est la raison essentielle, d'où vient ce problème écologique. Et là, tout le monde est d'accord, c'est la démographie, l'explosion démographique. Vous savez qu'on était 1,5 milliard d'habitants en 1900, puis 3 en 1950, puis 6 en 2000, puis on va être 12, je ne sais pas combien, enfin, on monte, on est dans une phase que les scientifiques ont appelée une courbe de croissance exponentielle. Je dis les scientifiques, c'est que... et alors, cette accumulation, ce nombre énorme d'habitants fait que il faut bien vivre, il faut bien se loger, il faut bien travailler, il faut bien avoir des activités, il faut bien être là. Et qu'on le veuille ou non, même si on faisait très attention, on abîme la planète. On abîme l'écosystème par notre monde, tout simplement, sans parler après d'une volonté, cette fois-ci économique, qui est d'exploiter et de surexploiter le milieu pour faire du fric. Mais rien que la démographie, c'est déjà quelque chose de sérieux. Cette démographie, elle a été étudiée d'abord par le Club de Rome. Le Club de Rome, c'est un groupe de scientifiques qui s'est installé en 68, je crois, et qui a produit un rapport, le rapport Meadows, en 72. Et ce Club de Rome est parti des chiffres qu'ils avaient et qui montraient que la croissance de la population mondiale était exponentielle. Et que donc, alors eux, ils avaient vu que c'était la population doublée tous les 30 ans, donc je fais le calcul, 1950, 3 milliards, 1980, 6 milliards, 2010, 12 milliards, là on est à peu près dans les termes, 2040, 24 milliards, 2070, 48 milliards, 2100, 96 milliards, puis 122, puis 112, etc. On n'en sort pas, c'est invivable, c'est absolument impossible. Et le Club de Rome montre bien que dans toutes les simulations qu'ils ont pu faire, en changeant la production agricole, en changeant la pollution, tous les paramètres, on aboutissait à une catastrophe, à un collapse de la population, sans aucun espoir de s'en sortir. Alors bon, c'est quand même quelque chose d'un petit peu dramatique. On s'est posé la question. Alors il y a deux questions là-dedans. Il y a la question actuelle. Actuellement, la question est, est-ce que la Terre est surpeuplée ? Beaucoup de gens vous le disent et disent on est surpeuplé, donc il faut commencer à maîtriser, on appelle ça maîtriser la démographie, la natalité, donc on va stériliser tout le monde, enfin bon, surtout les Africains, c'est eux les plus féconds, donc, et puis ils vont rien dire. Mais je dis ça comme ça, mais c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est dit, enfin, c'est pas moi qui invente. Hein.
Sarkozy a dit il faut maîtriser la natalité africaine si on veut préserver les équilibres de la planète. Enfin, c'est moi qui l'invente. Donc, ça mérite quand même de se poser la question, est-ce qu'on est surpeuplé? La définition de surpopulation, c'est on est incapable de nourrir la population qui vit là. Est-ce que la planète est incapable de nourrir 10 milliards d'habitants? Non, elle est parfaitement capable de le faire. Simplement, ça exige comment dire, une reprise en main du fonctionnement économique de notre planète, parce que à l'heure actuelle, on a tendance plutôt à favoriser les disparités, les famines et les choses comme ça, parce que ça rapporte de l'argent. Hein. Si vous savez que dans un coin, il y a eu de mauvaises récoltes, et que vous-même, vous avez produit du blé, vous le gardez, vous attendez que les prix montent parce que c'est la famine, et quand ils sont hauts. Donc il y a des pénuries qui sont pratiquement organisées. C'est le système. Mais globalement, notre écosystème mondial est capable d'alimenter les gens qui sont présents. Donc, à l'heure actuelle, on ne peut pas parler de surpopulation. Mais je vais passer là-dessus. Je voudrais passer surtout sur le côté est-ce que cette croissance est exponentielle? Parce que si elle l'est, de toute façon, et le Club de Rome a raison, on est fichu. Un jour ou l'autre, ça va se casser la gueule. Un jour ou l'autre, il va y avoir pénurie de tout et la population va s'effondrer. Donc si on est vraiment dans un système à croissance comme ça, exponentielle, à la limite, c'est même pas la peine de continuer. Le mieux, c'est que chacun aille se trouver un petit coin peinard et cultive ses patates en attendant que le monde s'écroule et en espérant que nous, on ne s'écroulera pas en même temps. Donc ça méritait d'être posé comme question. Et d'ailleurs, la NAR l'avait posé à Gilles Pison, qui est un démographe de l'INED, qui est rédacteur en chef de la revue Population et Société, qui était venu nous voir ici et qui nous avait dit non. Nous sommes, à l'heure actuelle, la croissance de la population est dans une phase de ce qu'on appelait, du modèle qu'on a formé, qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de croissance exponentielle. Alors, c'est peut-être... Bon, j'ai sauté une petite histoire et je vais la sortir quand même parce que croissance exponentielle, ça ne parle pas forcément beaucoup à tout le monde. Alors, petite histoire. Vous avez un lac, on va dire, un lac alpin, la taille du lac Léman, 600 km². L'eau est claire, c'est très bien, tout va bien. Ce lac, il y a un gars qui, par bêtise, y a mis, sans le vouloir, un nénuphar. Un petit nénuphar qui grandit très vite, qui se développe très vite, et qui double sa surface tous les jours. Alors il commence à envahir les petits ruisseaux, les bouches d'égout, les petits ports, il devient vraiment envahissant. Et au bout de 3 ans, il occupe à peu près 350 km² ce lac. À ce moment-là, on crée une commission en se disant « Oh là là, il faut sauver ce qui reste hein, parce que on a laissé faire jusqu'à présent, c'était pas très grave, mais maintenant ça devient grave. » On crée la commission en se disant « Demain, on va voir tout ce qu'il faut faire. » Ben, le lendemain, non, parce que le lendemain, les 600 km² sont occupés. Le nénuphar doublant sa surface, il est à 300 km², le lendemain, c'est 600. Quand on se rend compte des problèmes d'un phénomène en croissance exponentielle, c'est qu'il est déjà trop tard. C'est qu'il est dans la phase de croissance explosive et que demain, c'est fini. Tout double. C'est l'histoire classique du vizir qui met des grains de blé sur son échiquier. Donc c'est une très bonne nouvelle d'apprendre qu'on n'est pas en croissance exponentielle, parce que là, on se dit, on peut faire quelque chose. Les démographes nous disent, on va monter jusqu'à 11 milliards d'habitants, et puis ça s'arrête. Alors eux nous disent pas la suite, parce que c'est un phénomène qui apparaît pour la première fois dans l'histoire de la démographie humaine, mais les autres, c'est-à-dire nous, qui avons travaillé sur des démographies animales, où ce phénomène apparaît très souvent, on a plutôt l'impression que ça va descendre ensuite. D'autant plus que la mortalité va probablement augmenter. On voit déjà aux États-Unis, l'espérance de vie diminue. Tout ce qu'on a eu à crédit, la malbouffe, les néonicotinoïdes, enfin tous ces produits qu'on a déversés partout,
la facture va nous arriver dans pas longtemps. Et je pense que de toute façon, on n'ira pas plus haut que cette quantité de personnes, et c'est gérable. Donc ça vaut la peine de se dire, faisons de l'écologie. Bon, alors, je vais vous passer un petit peu les analyses sur l'écologie, mais quand même, il y a une chose qui est que je vous sors comme ça, hein, je ne veux pas donner d'ailleurs vous avez qu'à acheter le livre, c'est que le problème de l'écologie, le grand problème à l'heure actuelle, ça n'est pas que l'espèce humaine va disparaître ou qu'on va tous mourir ou pas quoi, c'est que c'est notre société qui peut disparaître. On a une société très complexe qui a été créée et qui fonctionne justement pour permettre de produire suffisamment pour que nous ne soyons pas en surpopulation. Si jamais le moindre petit problème se pose écologique et que cette société commence à avoir des problèmes, c'est elle qui risque de nous poser vraiment problème. Alors on avait dit, est-ce qu'on va vers la fin est-ce qu'on va s'en sortir de ce problème de ces problèmes d'écologie et on disait oui, réponse du biologiste, non, réponse du politique. C'est-à-dire qu'en biologie, l'homme il va toujours se débrouiller, mais la société, elle est en problème. Donc on voit bien que l'écologie, c'est essentiellement un problème politique. Alors, le premier problème que ça nous pose, c'est que si c'est un problème politique, c'est que qu'est-ce qui est le facteur le plus dramatique à l'heure actuelle dans ces problèmes d'écologie? Eh ben, c'est le système économique mondial. Je vais vous donner deux petites histoires encore. Une, c'est les saumons du Pacifique. Alors là, les saumons du Chili. L'aquaculture de saumon, c'est quelque chose d'absolument... Alors ça aussi, je suis allé voir, j'ai regardé ça à l'époque, j'étais là-bas. Extrêmement impressionnant. Faire de l'aquaculture de saumon, c'est vous faites une cage de 20 mètres de diamètre, de 50 mètres de profondeur, vous mettez des millions de saumons à l'intérieur, ils sont tous le nez sur la queue de l'autre, et ils tournent en rond, et puis vous les alimentez. Alors l'alimentation, c'est à satiété, c'est-à-dire qu'on jette des boulettes, comment on appelle ça, des pastilles, des croquettes, tout ce que vous voulez, de l'aliment dans la cage. Ça descend doucement, les poissons se nourrissent, et puis on arrête quand on voit que ça traverse et qu'ils ne se nourrissent plus. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous la cage, il y a les déjections des saumons, il y a toute la nourriture en excès qui va pourrir sur le fond, qui va supprimer l'oxygène du fond, qui va détruire le fond. En plus, on rajoute des antibiotiques, enfin tout ce que vous voulez pour maintenir des trucs qui mettent la couleur rose au saumon, tout ce que vous voulez. Et tout ça, détruit le milieu. Alors, on disait ça aux aquaculteurs. Ils disaient, mais vous vous rendez compte que vous êtes en train de détruire le milieu sur lequel vous faites l'exploitation? Ils s'en fichent. Le milieu est mort en 5 ans. Nous, on a récupéré nos sous en 3. Les 2 années suivantes, c'est que du bénéf. Et après, on va dans un autre fjord chilien. Le Chili, c'est grand. Il y a de la place pour moi et mes enfants. Alors après, je m'en fiche. C'est une vision économique qui est pour moi exemplaire, parce que c'est ce qu'on retrouve partout, qui est de dire j'exploite un milieu que je considère comme gratuit, et quand il est pourri par mon activité, je fais autre chose ou je vais ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus tolérer à l'heure actuelle. Et puis, il y a un autre petit exemple aussi qui est quand même c'est un peu, j'allais dire à mourir de rire quand même pas, mais assez savoureux, c'est l'exemple des crevettes boréales. Alors la crevette boréale, vous avez la petite crevette qu'on achète pour les apéros, tout ça. Ça vient de l'Arctique, l'Atlantique Nord. C'est pêché par les Islandais, les Écossais, etc. Bon, les Écossais ramènent ces crevettes à Aberdeen. Là, elles sont débarquées, elles prennent l'avion, elles vont au Maroc pour être décortiquées. Puis elles reprennent l'avion, elles reviennent à Aberdeen, elles sont congelées et elles sont vendues. Et ça, alors on se dit, bon, il y a de l'avion, c'est absurde, sauf que le prix de l'avion est moins cher que ce qu'on gagne en payant moins cher les travailleurs du Maroc. Donc économiquement parlant, c'est nickel chrome.
sociologiquement, économiquement, écologiquement, tout ça, c'est une absurdité sans nom. Et pourtant, c'est toute la délocalisation, c'est toute l'économie mondiale qui fonctionne. Alors ça, c'est un cas un peu facile de se moquer de lui, puis facile à décortiquer, si vous me permettez l'expression. Mais il y en a combien? Alors voilà, on arrive à cette double question. Il faut une politique, et il faut que cette politique se pose les vraies questions et propose les vraies solutions. La petite histoire que je vous ai racontée sur le diesel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut avoir des solutions politiques, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un écosystème. Et ça, il y a du boulot. Hein. Je ne vais pas insister, j'en ai fait tout un chapitre, évidemment c'est mon truc. Mais je ne vais pas insister là-dessus. Mais quand même, il y a quelques définitions que je voudrais vous donner. D'abord, un écosystème, c'est formé, pour simplifier, de deux mécanismes. Il y a un mécanisme qui est d'énergie. Un écosystème, c'est une boîte avec des tas de choses dedans. Il rentre de l'énergie d'un côté, et puis elle sort comment elle est consommée et elle suit les principes de l'entropie. Donc c'est un flux d'énergie. Et beaucoup de gens étudient l'écologie en écologie trophique, c'est l'écologie de l'aliment, puisque l'aliment, c'est une énergie. Et puis à côté de ça, il y a un mécanisme que les écologues appellent cybernétique, qui est la somme des interactions. Parce que tous les éléments de cet écosystème interagissent, et ce sont ces interactions qui sont la mécanique de l'horloge écologique, si vous voulez. Et ça, c'est aussi important que l'énergie. On l'oublie souvent, parce que comme c'est grand un écosystème, que ça marche bien, etc., on peut l'analyser purement d'un point de vue purement énergétique. Mais si jamais on fait une bêtise, alors là, ça va se passer très mal. Je veux dire que votre pendule, vous la remontez et ça vous suffit. Vous lui mettez de l'énergie. Hein, parce que vous partez de l'idée que les rouages à l'intérieur, ils marchent bien. S'il y a quelqu'un qui arrive avec un petit marteau et qui tape sur les rouages, vous pouvez la remonter tout ce que vous voulez, elle ne marchera plus. Ces interactions, qu'est-ce que c'est? C'est la biodiversité. Alors, la biodiversité, on en parle un peu en disant « Oh là là, il faut sauver les ours blancs ». « Oh là là, c'est triste, les baleines, il n'y en aura plus. Oh là là, il y a 40 papillons qui sont... » etc. Mais ce n'est pas ça la biodiversité. La biodiversité, c'est les interactions entre les espèces. Et si on les détruit, alors là, on détruit l'écosystème. C'est beaucoup plus important que ce que on dit en général, que l'impression qu'on a en disant la biodiversité, c'est bien, c'est comme un zoo. C'est dommage quand il y a un animal de moins dans le zoo. C'est pas ça. Alors, après ça, qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique dans un écosystème? C'est un système complexe, donc, qui requiert de l'énergie extérieure. C'est un système autonome, c'est un système circulaire. Ça veut dire que les cendres du système de combustion sont réutilisées, le gaz carbonique, l'eau, toutes les molécules physiques qui sont utilisées sont récupérées. C'est un système entièrement circulaire. C'est un système aussi qui n'a pas de limite naturelle. On peut parfaitement dire cette pièce est un écosystème et faire une étude là-dessus. Il y a même des gens qui feraient une thèse. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose autour. Et jusqu'où ça s'arrête? On parle de Paris, mais Paris, il y a les banlieues, et puis après, il y a le reste, et puis il y a la périphérie. Il n'y a pas de limite. Si on met une limite, il faut le faire. Il faut bien être réducteur à un moment ou à un autre. On va dire, on va étudier l'écosystème, celui-ci. C'est bien, mais il faut savoir qu'on les a mises nous. Il y a un exemple qui montre l'importance de ces limites, c'est les biocarburants. Alors on nous a dit, les biocarburants c'est formidable, parce qu'on prend le gaz carbonique de l'air, on fait une molécule qui brûle et qui remet le gaz carbonique dans l'air. Donc c'est zéro carbone en plus, puisqu'on utilise la photosynthèse qui absorbe le gaz carbonique de l'air. Bon, ça c'est première vision, tout petit écosystème. Hein. Ça marche bien parce que c'est formidable. Si on va un peu plus loin, on se dit d'accord, mais c'est fait à partir de plantes. Et ces plantes, elles sont produites. Ça veut dire qu'il y a des tracteurs, ça veut dire qu'il y a des épandages chimiques, ça veut dire qu'il y a des récoltes, qu'il y a du machinisme agricole en quantité, qu'il y a des carburants en quantité, etc. Et que finalement, le bilan énergétique est très faible.
Autrement dit, il faut combien de pétrole pour faire du pétrole? Ça se joue à rien et parfois c'est même négatif. Et puis alors si on fait ça à un niveau plus vaste, on s'aperçoit que pour faire du pétrole vert, on détruit la forêt tropicale. Alors là, c'est une folie sans nom. Mais ça, ces 3 étapes, c'est uniquement parce qu'on a décidé d'ouvrir un peu notre fenêtre. Il faut faire très attention. Il faut mettre des limites, parce que sinon on ne peut rien faire, on ne peut pas réfléchir. Mais il faut savoir que ces limites sont artificielles, qu'elles sont posées par nous et qu'elles peuvent avoir des conséquences sérieuses. Bon, c'est un mécanisme aussi... alors on appelle ça biogéochimique. Et là aussi, il me reste une petite histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de la planète Floréal. Vous avez probablement entendu parler de Lovelock, James Lovelock, le gars qui est à la base des théories Gaïa. Hein, la Terre est un organisme, etc. C'est pas lui qui l'a dit, mais ce sont ses affiliés, ses suiveurs, ses disciples. James Lovelock a révolutionné l'écologie avec un petit modèle. Il a dit on va appeler une planète, en français on l'appelle Floréal, il l'appelle Daisy, dans laquelle il y a 2 fleurs, c'est tout, 2 plantes, une plante à fleurs noires, une plante à fleurs blanches. Et puis, bon, elle tourne, elle a les mêmes conditions que la Terre, c'est-à-dire que son soleil se réchauffe lentement et qu'elle le reçoit directement. Alors qu'est-ce qui se passe? Tant que c'est trop froid, il ne se passe rien. Et puis quand on arrive à une température où la vie est possible, eh ben, les fleurs commencent à pousser. Mais les fleurs noires absorbent la chaleur. Le noir absorbe la chaleur. Donc elles sont les premières à pousser parce que dans un air un peu frais, elles sont capables de réchauffer en gros un peu leur atmosphère. Et puis ça continue et petit à petit le soleil va se réchauffer. On arrive dans des teints de gris où là, quand c'est un peu trop chaud, les fleurs noires ont tendance à mal vivre. Les blanches qui elles rejettent la lumière donc sont plus fraîches prennent la place, donc on a un gris plus clair, etc. Et puis à la fin, on n'a plus que des plantes blanches. Et pendant ce temps, pendant toute cette période, la température de la planète est restée stable. Autrement dit, à une époque où, je vous donne des chiffres au hasard, elle aurait dû être de 10 degrés, elle était de 20. À 20 degrés, elle était de 20 degrés. Et à l'époque, elle aurait dû être de 30, elle était toujours à 20, uniquement parce que les plantes ont équilibré les apports de chaleur et d'énergie de la planète. Ça a été une révolution, parce qu'on s'est rendu compte effectivement que l'écosystème, ce n'était pas seulement des choses qui vivaient, des fleurs et tout ça dans votre jardin, c'est ce qui fait que la planète est une biosphère. Il est évident, on va dire, s'il n'y a pas de biologie, il n'y a pas de biosphère, c'est vrai, mais la stabilité, comment on appelle ça, la résilience du climat de notre planète est due à toutes ces relations entre les différents paramètres de notre biosphère et la Terre. Bon, il y a un certain nombre d'autres conditions, je vais vous passer tout ça. On est arrivé, donc, une fois compris un peu le fonctionnement de l'écosystème, une fois compris qu'on pouvait s'en sortir parce qu'on était en transition écologique et démographique et que donc la planète n'aurait pas plus de 11-12 milliards d'habitants, on a en main les instruments pour commencer à se dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire comme écologie? Alors la première chose, c'est de définir pourquoi. Il y a des gens qui vous disent, c'est très simple, moi c'est pour faire du fric. Il y a d'autres qui vous disent, qui se débrouillent, je vais m'acheter mon petit terrain en Nouvelle-Zélande, et puis ça. Bon, ça c'est des visions personnelles, mais il faut se dire, pourquoi faire de l'écologie? Est-ce que décider d'arrêter les particules fines, c'est vraiment, ça s'inscrit dans quoi? Dans quel projet, dans quel objectif? Il y a besoin de définir une écologie politique. Alors, moi j'en ai proposé une qui est parfaitement discutable, hein, mais je vais vous lire quand même, parce qu'il faut avoir quelque chose. Après, on peut agir en référence à ce qu'on veut. Et donc, ma proposition, c'était l'écologie politique, consiste à concevoir et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir aux milliards d'humains qui occuperont la Terre au moment du pic d'abondance de la population mondiale la satisfaction des besoins essentiels que sont l'alimentation, l'accès à l'eau, la santé, l'éducation, l'information, etc. Préserver l'avenir de l'humanité sur la planète sans le faire au détriment des humains présents. Ça ne veut pas dire on va tous vous passer au fil de l'épée, comme ça, après on aura une belle planète toute propre. Et puis maintenir les conditions nécessaires à la protection de toute la biosphère, c'est-à-dire de toutes les espèces, de toute la biodiversité,
tout en sachant qu'on ne pourra pas le faire entièrement parce que l'homme arrive. Hein, quand il y aura 3-4 milliards d'Africains en Afrique, il n'y aura pas de place pour les éléphants. Il faudra les mettre quelque part. Ou bien on s'en débarrasse, ce qui n'est pas conseillé, ou bien on fait des réserves, etc. Mais la place, elle est pour les hommes. Alors, on peut discuter ce problème, mais moi qui suis un homme, je me dis, si une planète où il n'y a plus d'hommes, ben, en gros, c'est pas mon problème. Je ne milite pas pour la survie des éléphants uniquement au détriment de l'homme, je milite pour la survie de l'homme sur une planète vivable. Donc ce troisième point, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des compromis à faire. Et ça, c'est la grande question. Donc on va dire que ma proposition est bonne, hein, adoptée dans la joie et la bonne humeur. Comment agir? Alors, je vis des trucs. Je vais vous donner 2 exemples. Ça va être les 2 derniers parce que je n'aurai pas le temps de parler des mouvements de population, puis c'est un petit peu différent. Le premier exemple, c'est sur l'alimentation, qui vous montre comment, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il y a une ONG qui s'appelle Sea Shepherd, le berger des mers. Truc canadien, le patron s'appelle Paul Watson, et ce gars-là a créé cette ONG au départ pour défendre les dauphins, pour protéger, éviter la surexploitation des stocks, etc. Très bien. Il a plein de bonnes idées, et il fait ça de façon un peu musclée, avec des zodiacs qui passent devant les trucs. Enfin bon, il est comment dire, borderline, mais très bien. Moi, j'ai pas de critique à faire. Seulement, après, il dit... en plus, l'homme, c'est l'homme le coupable, c'est lui qui casse tout, il bousille tout, etc. Et par exemple, il surexploite les océans, ce qui n'est pas faux, et on mange tous les poissons, ce qui n'est pas vrai, pas tout à fait vrai, mais bon. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour sauver l'océan, il faut arrêter de pêcher. On arrête de pêcher, zéro pêche. On pêche 80 millions de tonnes de poissons, on passe pour lui à zéro. Il dit, de toute façon, il n'y a qu'à être végétarien. Parce qu'on n'est pas, on doit sauver la planète. Alors, moi, quand on regarde ça, on se dit il y a quand même quelque chose d'assez stupéfiant, c'est que l'homme a quand même en partie un omnivore, il a besoin, même si c'est un minimum, d'une alimentation carnée. Alors, Sea Shepherd est végétalien, hein, et ils nous disent où est le problème? On prend des pilules de vitamine B12, et puis ça va très bien. On se dit oui, mais 12 milliards d'habitants prenant des pilules de vitamine B12, ça risque quand même d'être un petit peu difficile. Et puis même je dirais, c'est absurde, quoi. On a une alimentation qui exige, par exemple, cette vitamine B12 qui est nécessaire à tout un tas de trucs, et qui se trouve dans l'alimentation carnée. On ne va pas aller contre notre nature. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger que des steaks saignants tous les jours, 3 fois par jour. Ça veut dire qu'on en a besoin d'un minimum. Ce minimum, à l'heure actuelle, la planète mange de la viande. Nous surtout. Et cet élevage est probablement l'activité la plus polluante du monde. Alors j'ai tout un tableau, je voudrais passer les chiffres. Imaginons qu'on arrête la pêche. Alors la pêche, effectivement, on se l'exploite. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on va remplacer le poisson par de la viande. Pardon? Ouais, c'est pas dans la charte d'écologie politique qu'on avait indiquée. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va devoir augmenter l'élevage pour remplacer les 80 millions de tonnes de poissons. Or, l'élevage, ça détruit des terres tropicales, ça consomme la moitié ou les 2/3 de l'eau que consomme la population, ça exige des cultures d'OGM, soja, je ne sais quoi, lesquelles réclament des épandages de scolaires. Enfin, c'est la pire des activités d'un point de vue pollution. La pêche, alors, ça surexploite, c'est vrai, certains stocks, mais ça ne confisque pas de territoire, ça ne détruit pas de forêts vierges, ça ne consomme pas de flotte, il n'y a pas d'épandage. Je veux dire, c'est clean. Le seul problème de la pêche, c'est qu'il faut la surveiller. Mais pour le reste, elle n'a pas de gros effets écologiques. Alors, Sea Shepherd qui dit il faut arrêter la pêche, il dit exactement le contraire
de ce que n'importe quel écologue un petit peu cohérent dirait. Il faut réduire l'élevage et puis peut-être augmenter la pêche là où c'est faisable. Alors là, on est un peu au maximum des capacités d'exploitation de la planète, encore qu'il y a des stocks complètement inconnus, dont je vais vous passer les noms parce que c'est pas très important, qui sont susceptibles de fournir des millions de tonnes de poissons. Donc c'est typiquement un écologiste qui nous sort des grandes théories assez justes sur on surexploite, il faut protéger, etc., et qui aboutit à une conclusion complètement démentielle. C'est quand même très, 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 très grave. Et puis, je vais vous donner ma dernière petite image sur comment agir. C'est à propos de la biodiversité. La biodiversité, c'est quand même très important. Alors, j'avais mis dans mon bouquin une petite histoire, c'est le bousier d'Australie. Vous savez qu'en Australie, il y avait des marsupiaux. Les Anglais sont arrivés, ils ont colonisé, ils ont mis des vaches, des moutons, des trucs, tout ce que vous voulez. Ça marchait très bien, sauf qu'on s'est aperçu que les bouses de vaches n'étaient pas utilisées et elles restaient à la surface des années à pourrir, à empester, etc. Pourquoi ? Parce que dans un écosystème comme le nôtre, comme un écosystème, je dirais, normal, il y a des insectes qui sont les scarabées bousiers, vous savez, ceux qui transportent le scarabée sacré des Égyptiens, qui utilisent ces bouses pour mettre comme aliment pour ces œufs. Et donc, quand il y a des bouses, ils les prennent, ils en font des boules, ils les enterrent, ils pondent un œuf dedans qui s'alimente, et tout ça, c'est l'écosystème. Le bousier d'Australie, lui, il connaissait que les bouses de marsupiaux. Et la bouse de mammifère, il ne connaît pas, il était incapable de la prendre en considération. Moralité, il y a eu un moment assez difficile où des milliers d'hectares en Australie ont été perdus à cause de cette accumulation d'excréments. Bon, une solution qui semble donner satisfaction, c'est de faire venir des bousiers européens qui finalement prennent bien le boulot. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que les interactions qu'on n'imagine pas, parce qu'entre nous, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont vachement passionnés par le rôle du bousier dans les gousses de vache chez les Charolais en Bourgogne. C'est la machine, ça se débrouille tout seul, on ne veut pas le savoir, c'est très bien. Et c'est normal, on est comme ça, on est fait pour ça. Mais c'est quand même très important. Or, la biodiversité à l'heure actuelle, on dit c'est grave parce que si jamais on laisse mourir l'espèce qui aurait pu donner la molécule pour lutter contre le cancer, c'est bête, on perd du fric. Ou alors, on en parle en termes d'argent. Ou alors, il faut faire attention, il ne faut pas privatiser toutes les molécules de la nature par le système pharmaceutique, etc. Mais jamais personne vous dit, c'est un service écologique, c'est une interaction. Si vous ne le faites pas, eh vous allez être noyé, comme les Australiens, sous les bousses de vache. Le problème, c'est qu'on va être beaucoup. Je vous parlais de l'éléphant là. Ce beaucoup, on a déjà profondément bouleversé l'écosystème. En Europe, il n'y a plus d'écosystème naturel. Et les gens qui se désolent en disant « Oh là là, mais en Afrique, il n'y aura plus les hippopotames, il n'y aura plus les girafes, il n'y aura plus les éléphants, il n'y aura plus les buffles, etc. » oublient que nos ancêtres à nous, ils en ont fini avec les mammouths, ils ont fini avec les buffles, ils ont fini avec les bisons, il ne reste plus rien. On a gardé que ce qui nous intéresse, on les a enlevés, on a remplacé par la vache, le bœuf, et ça marche très bien. Seulement on a mis le temps. Ce qui veut dire qu'on va bouleverser la biodiversité, on va la détruire. D'une façon, on ne peut pas faire autrement. Le problème, mais il y a une grande différence entre je ne veux pas le savoir, je mets mon truc en ciment et je construis tout, ou je mets mes cages de saumon, et puis et l'idée qui est de dire je vais faire du mal, mais je vais essayer de le faire de façon réversible, ou en tout cas avec des effets minimums. Et ça, c'est du boulot. Mais c'est faisable, on l'a fait. L'être humain a détruit toute la mégafaune du monde, sauf en Afrique. Il n'y en a plus. Tous ces grands animaux, grands mammifères qu'il y avait en Amérique ont disparu. Les derniers, je crois que le dernier, ça a été Darwin qui a vu le squelette.
En Nouvelle-Zélande, tous les grands oiseaux ont été éradiqués. Enfin, partout. C'est notre job. On voit un coin, on enlève les gros. Et on met les nôtres à la place. Incidemment, la biomasse, petit chiffre en passant, la biomasse de mammifères sur Terre est représentée à 98% par l'homme et ses animaux domestiques. Ça veut dire qu'on a fait des dégâts. Mais c'est pas grave, d'une certaine façon, si on fait attention, si on sait ce qu'on fait, si on a pris nos précautions, on n'a pas le choix. Donc il faudra détruire en essayant de détruire le moins possible. En sachant aussi que cette biodiversité qu'on détruit, on ne la renouvellera pas, et que donc quand la population va redescendre, souhaitons que ça se passe dans le meilleur des mondes possibles, il faudra bien la remettre. Et c'est pour ça qu'il faut bien s'intéresser à ce problème, beaucoup plus sérieusement qu'on ne le fait, et envisager des solutions. Alors il y en a plein, mais je vais vous passer ça. Voilà. Alors mon bouquin se termine par un excellent chapitre sur les mouvements de population, dont je ne vais pas vous parler, parce que comme ça, vous aurez la surprise. Mais quand même, il y a ces mouvements de population, c'est intéressant parce que les choses ne sont plus du tout comme elles étaient autrefois. Quand on parle d'immigration, on oublie qu'on n'est plus du tout dans le même système que celui qu'il y avait, on va dire, des années 60, où on faisait venir un analphabète juste parce qu'il avait des gros bras et puis on jetait à la fin, quelque chose comme ça. Maintenant, les migrations, parce que nous aussi on émigre en quantité, c'est un choix fait par des gens qui savent où ils vont, qui ne sont pas de n'importe quelle classe parce que les pauvres ils peuvent pas venir, les trop riches ils ont leur fortune chez eux. C'est donc des gens qui ont une formation, qui ont une capacité de se vendre quelque part, qui savent où ils vont, qui ont l'argent pour venir. Enfin, c'est plus du tout le schéma habituel qu'on a encore en tête, et on doit aussi, là aussi, bien s'interroger. Alors les démographes ont beaucoup travaillé là-dessus, en particulier l'INED, l'Institut national d'études démographiques, qui a fait un rapport qui s'appelle Trajectoire et origine, absolument extraordinaire, en 2015 je crois, qui vous explique un petit peu tout ça. Donc c'est pareil, dire l'immigration avec le système, on vient, on nous envahit, c'est plus comme ça. Il y a de ça, mais c'est tout à fait minime. Mais je ne vais pas aller plus loin, je vous laisse la surprise. Voilà, c'est à peu près tout. Je suis un petit peu long, mais bon. On est parti après 8 heures. Oui. Merci François. Alors le débat est ouvert, c'est Raoul comme d'habitude qui l'anime. Vous avez la parole. Et ben voilà, on va commencer. Je vais commencer. Je vais faire mon contradicteur de service. Alors je voudrais poser juste avant un petit truc. Si jamais on pose des questions sur ces trucs, le réchauffement climatique, etc., qu'on est pour, qu'on est contre, j'aimerais bien qu'on le fasse tout à la fin. Parce que quand on va commencer cette discussion, qui mérite d'être faite, on restera là-dessus tout le temps. Donc plutôt pour la fin ces questions-là, s'il y en a. Alors, du coup, je reviendrai à la fin. C'est la seule chose que j'ai. Allez-y. Oui, vous avez donné quelques pistes, mais qui va faire? Est-ce que les individus, les nations, les organisations internationales, qui va faire en fait? Ouais. Oui. Et comme là nous sommes à une évaluation réaliste et que nous sommes plutôt souverainistes, est-ce que ça n'appartient pas aux nations, en particulier à la France, pour nous, de prendre les décisions qu'elle peut prendre, qu'il convient de prendre? Si on attend que les autres le fassent, oui. C'est vrai que c'est une question extrêmement importante et lourde. Il y a des institutions internationales, c'est mondial. Je veux dire qu'on ne peut pas, à l'heure actuelle, dire on va s'en sortir, nous, la France, et le nuage ne dépassera pas les frontières. Donc c'est mondial. Cela dit, si on attend que ce soit les autres qui le fassent, on est fichu. Il y a quand même des organisations internationales, les Nations Unies, la FAO, etc., enfin toutes ces organisations qui, à l'heure actuelle, sont fracassées, ont perdu beaucoup de leurs trucs, de leur pouvoir, mais ce sont elles qui doivent faire ça. Le programme des Nations Unies pour le développement, le programme des Nations Unies, enfin tous ces programmes qui étaient créés pour ça sont complètement démonétisés à l'heure actuelle, et ce serait bon que les États
d'abord abondent à leur budget, ce qu'ils ne font plus, et puis leur redonnent leur pouvoir. Et ça, c'est quelque chose... Bon, moi, je ne suis pas le directeur politique de l'ANA, hein, je suis un écologue. Donc, je pose la question des avancées politiques, mais après, la construction d'une politique écologique, c'est plutôt aux politiques de la faire, c'est pas aux scientifiques. Il y a ça. Alors, il y a déjà ce truc-là, et puis il y a, de toute façon, chez nous, et partout d'ailleurs, on s'aperçoit qu'on ne peut pas avoir de politique écologique sans planification. On est dans un monde dérégulé, et on voit très bien, ça fait 30 ans qu'on dit « oulala, la maison brûle », enfin, pour citer notre dernier mort, et ne faire rien. Et pourquoi on ne fait rien? Parce qu'on n'a pas les instruments, on n'a rien pour le faire. Quand M. Macron a dit, ce qui a été la cause du début des Gilets jaunes, on va augmenter les taxes sur le gasoil, c'est écologique. Moi, je trouve ça très bien. Seulement, dans la mesure où il fait ça, pif, tout seul, comme ça veut dire, vous, débrouillez-vous. On augmente les trucs et c'est votre problème à vous, les individus. Une politique un petit peu raisonnable aurait consisté en même temps à prévoir, par exemple, la gratuité des transports en commun, à faciliter... privatise la SNCF et il y a voilà, plus de services publics, à organiser... la campagne, et on augmente le gasoil. Donc, voilà, c'est exactement la démonstration... Les chemins de fer depuis le 19e siècle, on remet des trains, ok, mais non, là, il n'y a plus de trains. Il n'y a plus de train, les lignes de chemin de fer, il n'y en a plus, et on augmente le gasoil. C'est parce que c'est une vision complètement atomisée, éparpillée, et qui ne regarde que c'est le jiggle, mais qui regarde que le bien-être de l'oligarchie qui s'en met plein les poches, etc. On peut continuer là-dessus. Mais de toute façon, le mot-clé là-dedans, c'est planification. On ne peut pas avoir une politique écologique si on ne voit pas tout à la fois. L'écosystème, c'est une globalité. Si on dit, c'est ce que je vous dis au début, on va arrêter les particules fines, ce n'est pas une politique écologique. Mais on est incapable, à l'heure actuelle, on n'a pas personne, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a les instruments pour dire, j'atteins les particules et, en même temps, puisqu'il faut le faire, je vais regarder comment ça se passe les voitures électriques, je vais regarder comment, etc. À l'heure actuelle, non, c'est atomisé et personne ne peut... planifier. Donc, pour moi, il faut revaloriser les grands organismes internationaux sous la houlette des Nations Unies. Il faut revenir à une politique planifiée de l'économie et de l'écologie. C'est les deux grands points pour moi majeurs. Alors évidemment, après ça veut dire que si vous planifiez en France, est-ce que l'Union européenne va vouloir... Enfin, on retombe dans tout un tas de problèmes comme ça, mais les points de base, à mon avis, ils sont faisables et ils ne sont pas si nombreux que ça. Puis ça a marché dans le temps. Cela dit, moi, mon avis personnel, c'est qu'on ne sera pas foutu d'y arriver et qu'il va falloir attendre que l'économie se casse la figure, ce qu'elle va faire dans pas longtemps, heureusement, merci. Mais je vois pas qui va... Vous savez, sur pareil... Bon, moi j'ai travaillé beaucoup sur la pêche. Et à un moment, on disait aux pêcheurs, arrêtez de pêcher ce poisson, parce que vous voyez bien, ils sont grands comme ça, il n'y en a plus, et si vous les prenez, il n'y en aura plus. Et le pêcheur nous disait, écoute, moi je suis le premier conscient, je détruis mon milieu, etc. Mais de toute façon, si moi je ne le pêche pas, c'est un autre qui va le pêcher. Donc, autant que ce soit moi, puisqu'il est fichu, puisque ce dernier poisson est virtuellement mort, autant qu'il me rapporte 10 centimes, plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Ça va être ça. Chaque pays va dire, oui, d'accord, c'est bien, mais il faut que ce soit l'autre qui commence, parce que si je commence moi, qu'est-ce que je vais prendre? Alors là, moi, je peux rien vous dire, je sais pas, j'ai pas de... Je vous donne le diagnostic, je vous donne quelques que j'imagine comme voie, mais j'ai pas la panacée. C'est pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Finalement, on aurait besoin d'une planification et on va se retrouver avec de l'improvisation. Parce c'est lorsqu'on sera au pied du mur, si l'économie s'effondre, si la biodiversité s'effondre, on va devoir trouver des solutions au pied levé, pratiquement. Donc ça veut dire qu'il y a des solutions sont possibles, mais on ne pourra pas les planifier. Cette solution-là. On devrait. Oui, ça c'est vrai. Alors là, tu vas prendre dans
dans mes fantasmes d'écologiste comportemental, de behavioral ecologist, comme ils disent, qui est que l'homme a des tropismes, a une nature contre laquelle il ne peut pas grand-chose. Et qu'on est une espèce, comme toutes les espèces d'ailleurs, adaptable, mais pas planificatrice. Exactement. C'est pas dans notre ADN. Et quand je dis dans notre ADN, je le dis pour de bon. C'est pas une image. Hein. L'évolution a fait de l'être humain, comme de la plupart la sélection naturelle, par définition, on peut la discuter, mais il faudrait un autre mercredi. La sélection naturelle exige que l'être vivant qui la subit soit passif. Le milieu change, je m'adapte. S'il ne change pas, c'est pas moi qui vais changer le milieu. Or nous, on est coincé. Alors on pourrait dire, bon ben on va attendre, je dis, mais le risque, comme notre risque majeur, c'est l'effondrement de la société, là c'est pas de la biologie, si la société s'effondre, on est cuit. Là, on retombe au paléolithique, c'est un peu dommage. Donc il y a vraiment un besoin de prévoir, d'anticiper. Et ça, c'est pour ça qu'on dit, le biologiste dit il n'y a pas de problème, et le politique dit on est foutu. Monsieur. Oui, pardon. Bon, merci pour votre exposé. Effectivement, tout le monde s'intéresse à l'écologie. Et c'est bien de... Oui, merci pour l'exposé de monsieur, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui nous concerne tous. Hein. Alors, vous posez une question, est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent au bousier? Ben, moi, je m'intéresse au bousier. Et effectivement, il faut savoir que, par exemple, quand on donne des endoectocides aux vaches, aux ruminants, hein, c'est-à-dire des produits qui tuent les parasites internes et externes, et ben, ça fait crever les bousiers, il n'y a plus de bousier dans les prairies. Hein, et donc, c'est une atteinte à l'écosystème dans les prairies, hein, dans la nature. Hein, il faut savoir qu'en France, c'est la moitié des espèces animales et végétales qui sont menacées dans les décennies qui viennent, d'extinction. Donc ça nous concerne. Et moi, je ne crois pas du tout à la planification mondiale par les grands organismes internationaux. Je n'y crois sûrement pas. Les organismes internationaux, hein, tout le monde est en main de plus en plus, et ça, alors là, si on est là, c'est bien pour ça, si on veut défendre notre pays, et tous ces organismes hein, sont aux mains des grandes puissances d'argent, des grandes banques. Hein, et ça, c'est sûrement pas avec la planification mondiale. Une fois, moi, j'ai écouté par hasard une émission sur France Inter il y a quelques années, ça m'a traumatisé. J'entendais des journalistes qui parlaient justement de l'écologie, qui disaient eh ben, il faut créer une dictature écologiste mondiale. Alors, le communisme, ça n'a pas marché. Le nazisme, heureusement, ça n'a pas marché. L'islam, ça marche, va peut-être marcher, malheureusement pour nous. Mais, je veux dire, alors, il y a l'écologie, la dictature écologiste. Alors là, ça m'a vraiment fait peur, parce que je sens qu'il y a, sous prétexte de défendre l'écologie mondiale, en fait, on ne fera rien pour l'écologie. D'ailleurs, vous-même, vous êtes prêts à accepter l'extermination d'espèces en Afrique. Je trouve ça abominable, ce que vous avez dit. Je trouve ça affreux. Je vais vous répondre, oui, non, mais tout à fait. Je trouve ça affreux. Ah oui, c'est les éléphants, tout ça, ça va disparaître. Alors moi, je suis pour la diversité. Je suis pour la diversité des animaux, des plantes, des peuples humains. Hein, et je ne veux pas qu'on supprime tout ça. Hein, les Européens sont en train de disparaître, c'est bien dommage. Si, je suis désolé. Hein, les peuples européens sont en train de voilà. Donc voilà. Donc moi, je ne vois pas du tout les choses comme vous. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai que les voies que j'ai données sont des voies idéales enfin idéales, théoriques, on va dire, théoriques. Et que je suis pas du tout optimiste là-dessus. J'en vois pas d'autres. Le problème, c'est que j'en vois pas d'autres. Que effectivement la dictature écologique, c'est quelque chose qui peut prendre, et ça serait grave, parce qu'il y a une idéologie. Hein, le phénomène Gaïa, par exemple, pour moi, c'est typiquement le dieu futur des écologistes. Il y a une trouille partout qui veut dire que les gens sont prêts à faire n'importe quoi pourvu que ça s'arrange. Je suis bien d'accord avec vous. J'ai pas de solution, mais je vous donne un diagnostic. Alors, bon, maintenant pour revenir
la question est la suivante. Vous avez des éléphants, moi je suis tout à fait d'accord, j'ai une maîtrise de zoologie, je suis l'un des derniers à avoir fait ça dans ma vie, puisque plus personne ne fait de ça, ce genre d'études. Et je l'ai faite parce que j'étais, depuis mon enfance, collectionneur de papillons, enfin, je ne vais pas raconter ma vie. Mais, et donc, effectivement, la biodiversité, c'est essentiel. Seulement, vous êtes en Afrique, vous allez avoir 4 milliards d'habitants. Bon, 3, peu importe. Vous allez avoir des milliards. Si, bah. Ah oui, sauf si on les. Oui, non, mais... pas question. Non, je veux dire, qu'on les aide chez eux, c'est très bien. Et qu'on ne leur donne pas de l'argent pour que ce soit de la corruption. Non, mais je ne parle pas de ça. Je dis que la démographie dit que la natalité est de, à l'heure actuelle, 3,4 ou 4 enfants par femme. Ça veut dire que la population va continuer à augmenter. Les démographes, ils sont peinards. Eux, ils ne font pas de philosophie. Ils regardent les chiffres et ils regardent les courbes. Et donc, il va y avoir 3,5, 4, je ne sais pas, milliards d'habitants en Afrique. Qu'est-ce qu'on fait ? On décide qu'on tue les Africains pour sauver l'écosystème, eh ben, on ne va pas mettre les éléphants et les Africains en même temps. Vous voyez un troupeau d'éléphants libres dans Paris, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire ? La seule chose qu'on peut faire, c'est de dire, si on dit ce qui est important, c'est l'homme. Alors, quand on dit ça, ça veut dire implicitement, évidemment, l'homme sans son écosystème, il est mort. Donc on a évidemment besoin de le sauver. Mais c'est moins grave de mettre en réserve ou en zoo des éléphants que, par exemple, de laisser détruire le bousier. Pour moi, la biodiversité, c'est ce qu'on appelle la microfaune. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est depuis les émois du millimètre jusqu'à 10 cm. C'est ceux-là qui maintiennent l'écosystème. En dessous, les bactéries, tout ça, elles n'ont pas besoin de nous. Hein, elles se débrouillent très bien. Et au-dessus, eh bien, notre histoire montre qu'on a pu les remplacer. Parce qu'en fait, on les remplace. On a enlevé les bisons, on a mis des vaches. C'est-à-dire que dans l'écosystème, simplement, puisqu'on a évacué toutes les interactions, on va dire prédation, etc., c'est nous, le jardinier de l'écosystème européen. Mais ça marche pas mal. Il n'y a plus un mammifère sauvage en Europe, ou très peu. C'est triste. Hein. Moi, quand je suis dans mon bled en Bourgogne et que je vois passer des chevreuils, je suis ravi. Mais c'est epsilon, hein, c'est 2% de la biomasse. Mais le système marche, survit encore. Alors, mal parce qu'il est aux mains de ces gens dont vous parlez qui te vous foutent des épandages invraisemblables parce qu'ils ont une vue simplement de si je mets plus de trucs, j'ai plus de rendement, ce qui est à se taper la tête contre les murs. Mais le système, on va dire avant la révolution industrielle, avant l'agriculture, enfin la révolution verte, ben, il était déjà sans grands mammifères en Europe, il était déjà avec un monde fou, parce qu'on est peut-être un continent qui disparaît, mais on est quand même le continent le plus peuplé au kilomètre carré, encore. Hein. Donc on n'est pas un désert en Europe. Et ça, au XVIIIe siècle, où il n'y avait pas ce problème de... Comment ? La France, c'était... Ben oui, je pense que parce qu'on était le tiers de ce qu'on est à l'heure actuelle, hein, on avait déjà éradiqué tout ce qui était la faune, on va dire, préhistorique, et ben on se débrouillait pas si mal. Le problème, c'est pas qu'il faut faire ce qui est beau ou ce qui est bien. Le problème, c'est qu'il faut faire ce qu'on peut. Hein, et ce qu'on peut, c'est en tenant compte du fait qu'il y a une mauvaise nouvelle, on va être 12 milliards, et il y a une bonne nouvelle, on ne sera pas plus. Et il faut faire avec. Moi, je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas les grands organismes internationaux qui font quelque chose. Prenons l'exemple du glyphosate que tout le monde connaît. C'est ce pesticide, herbicide, qui est balancé partout et qui est toxique, qui détruit les végétaux. Et maintenant, on commence à dire aux gens, oui, c'est vrai, les pesticides, ça détruit les végétaux, mais ça a aussi des inconvénients pour les mammifères, pour les humains, les perturbateurs endocriniens, ça modifie plein de choses, et ça est responsable de cancer. En Europe, la France ne peut pas supprimer le glyphosate, parce qu'elle fait partie de l'Europe, et l'Europe, les puissances, les lobbies qui sont à Bruxelles, qui sont à Strasbourg, les lobbies font pression sur les députés européens, et voilà, rien ne bouge. Il y a un pays quand même qui l'a fait, qui a supprimé le glyphosate, c'est le Pakistan.
Hein, c'est un petit pays, ils sont autonomes, ils ne dépendent pas d'une communauté de pays. Et ben, ils ont dit, on arrête. Il faut voir les dégâts que faisait le glyphosate dans ce pays. Les enfants qui naissaient tarés, toutes les malformations, mais c'était l'horreur totale. Hein, parce que en plus, les gens, comme ils sont plus illettrés qu'en France, c'est sûr, et ils utilisaient mal ce produit, ils l'utilisaient n'importe comment, et ben, ils ont réussi à le faire. Hein, parce qu'ils ont une autonomie politique. Je pense que c'est l'autonomie politique des nations qui peut permettre de s'en sortir. Parce que quand on fait partie justement de ces grands groupes mondiaux, de ces organisations, on ne peut rien faire, plus rien décider. Oui. Voilà. Non, donc c'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. Hein. Je suis bien d'accord avec vous. Simplement, je pense que les nations sont indispensables. Alors ça, oui, effectivement, on est là parce qu'on a a priori ce consensus. Mais on a un autre outil en tant que nation qui est les Nations Unies, etc. Ça existe. Les Nations Unies ou tout ce que vous voulez. C'est peut-être, à l'heure actuelle, ça a disparu. Les nations, l'organisation de l'ONU. C'est un peu pareil. Hein. Ah non. Non, parce que les Nations Unies continuent à dire que ce qui est important, c'est l'individu partout sur la planète, alors que les Américains disent qu'en gros, un Mexicain, c'est pas vraiment un individu. C'est Trump qui dit ça, mais bon. Mais oui, mais il est président des États-Unis quand même. Hein. Pas les Américains, lui. Bah oui, mais c'est quand même lui qui décide. Non, toutes vos remarques, je suis bien d'accord. Et effectivement, on ne sait pas trop par où le prendre. Ce que je veux dire, j'aimerais bien qu'on garde en mémoire, c'est que, il faut avoir une compréhension de l'écosystème pour pouvoir proposer des solutions. Si on ne sait pas de quoi on parle, on risque de poser des remèdes pire que le mal. Première chose. Deuxièmement, on est dans une dynamique démographique à laquelle on ne peut rien. C'est un fait. On peut protéger nos frontières, je suis désolé. Non, ça c'est de la blague. On va les protéger combien de temps ? Et puis de toute façon, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on va être 12 milliards. Hein. Alors, on va pas être 12 milliards en France, mais on va être 12 milliards sur la planète. Et ces gars-là, ils vont faire la même chose. Ils vont détruire l'écosystème pareil en France ou au Pakistan ou n'importe où. On est 12 milliards. Hein. Moi, je me souviens d'une petite... Je peux ? J'étais gamin, mes parents, mon père est savoyard, on allait à la Vanoise. Bon. Et puis, on y allait, alors c'était bien, quand on montait dans les sommets, on mangeait notre casse-croûte en haut, et nos boîtes de conserve, on les mettait dans un trou, là, et on était tout contents parce qu'on trouvait qu'il y en a un autre avant nous qui avait mis des boîtes de conserve, c'était génial, enfin, on n'est pas tout seul. Bon. Et puis, c'était un bel écosystème, et puis petit à petit, c'est devenu populaire, et maintenant, même si tous les gens, je ne sais pas combien, je vous dis un chiffre au hasard, mais les 50 000 ou les 3 000 visiteurs par jour de la Vanoise marchent sur la pointe des pieds, sans respirer, etc., ils abîment l'écosystème. Leur présence abîme. On n'y peut rien. On est nombreux. Donc ça, c'est un fait. Et il faut, connaissant l'écologie, connaissant ces constantes, se dire, voilà qu'est-ce qu'on peut faire. Après, le problème est politique. Et là, effectivement, moi, ce que je vous dis, c'est un petit peu peut-être de la théorie. Il est évident, je suis premier convaincu, que puisqu'il faut planifier, ça ne peut pas se faire au niveau mondial, ou sinon c'est Google qui va le faire, ça se fait au niveau des nations. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce ne sera pas plus facile pour autant, mais si on fait quelque chose sans savoir au départ de quoi il s'agit, alors là on va vraiment dans le mur. C'est ça mon discours essentiel, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est coincé. Une question. Merci. Je reviens à cette idée de démographique, de courbe démographique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit autour de nous, on a un peu cette crainte de totalitarisme vert. Parce qu'on se dit, effectivement, le problème c'est l'homme, certes, mais est-ce que déjà ces courbes, à un moment, avec le consumérisme, la société de consommation, les gens font moins d'enfants? Je sais pas, je fais référence à des gens comme Pierre Chonu, alors peut-être qui était plutôt anti-malthusianisme. Donc là, il y a un néo-malthusianisme qui nous dit il ne faut plus faire d'enfants, l'homme est le problème.
moi qui suis catholique, pour moi, on nous dit croisser, multiplier, c'est plus possible. Enfin, oui, est-ce que les courbes sont vraiment... bon, là, vous l'avez expliqué dans votre exposé, on va arriver effectivement à ces 12 milliards et après, on va décroître. Mais... Alors là je me suis fait traiter de matérialiste Ça, c'est une question, mais terre à terre. Il y a pas une nouvelle idéologie un peu malthusianiste qui nous dit maintenant Oui, faut... c'est la d'ailleurs... faute au christianisme, mais c'est la faute à... Bon, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a des visions de malthusiennes qui sont complètement stupéfiantes, puisqu'on a la démonstration qu'on n'est pas dans une croissance malthusienne. Il y a eu, alors là, si, je vous conseille fortement de lire mon bouquin, parce que je parle de ça. Pourquoi ? Je pense qu'il y a une pesanteur intellectuelle très forte, scientifique, du trinôme Smith, Darwin, Malthus. Hein. Et Darwin, c'est le résultat final. Darwin nous dit, Malthus a comme vision qu'on se reproduit au maximum de nos possibilités génétiques de toute façon. Smith dit, il y a une main invisible qui fait que les 3/4 de ces gars-là vont crever parce que le milieu, enfin pas le truc. Et Darwin dit, c'est la sélection naturelle. Bon. C'est vrai que ce sont des génies. Enfin, je veux dire que c'est quand même des géants scientifiques. Et toute notre réflexion, une grande partie de notre réflexion du XXe siècle, s'est fondée là-dessus. Moi, j'ai eu des cours de gestion des populations qui étaient complètement malthusiennes. Il n'y avait pas d'autre explication. Et on s'est aperçu que ce n'était pas ça du tout. J'ai travaillé sur un poisson qui est un baliste, que mes petits copains connaissent bien, le baliste gris, parce que qui n'est pas pêché, qui n'est pas attaqué, qui vit sur la côte d'Afrique et dans la Caraïbe, qui est stable, qui ne bouge pas, fait un petit nid, il pond ses œufs, etc. Et puis, dans les années 70, moi je venais d'arriver jeune chercheur, boum, explosion de cette population qui est devenue la plus importante de toute la côte d'Afrique. Ça mesurait en millions de tonnes. J'ai même écrit un article en disant il y a un nouveau stock, allez-y, il faut construire des bateaux. Heureusement, personne ne m'a cru à ce moment-là parce que le temps les longueurs du temps de publication et tout, le stock avait redisparu. Tout seul. Il y a des dynamiques naturelles chez les êtres vivants qui sont pas bien comprises, mais qui sont beaucoup plus complexes que le malthusianisme. Il y a un autre exemple, alors c'est peut-être entendu parler de l'algue tueuse de la Méditerranée, hein, la caulerpe, qui a envahi depuis le musée de Monaco, et puis qui a envahi le golfe du Lion, la mer Catalane, un peu le golfe de Gênes, tout ça. Et on s'est dit, c'est foutu, parce qu'elle est toxique, elle n'a pas de prédateurs, elle vit très bien, et donc elle a des avantages sélectifs par rapport aux herbiers méditerranéens, donc c'est cuit. Il y a eu des budgets, des projets européens pour construire des appareils, des machins, c'était très compliqué. Il y a eu plein de subventions pour ça. Rien n'a marché, et il n'y en a plus. Elle a, petit à petit, elle est revenue à son niveau d'origine, qui était presque rien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Il y a des évolutions comme ça. Alors bon, si ce n'est pas le lieu ici, mais si vous fallait répondre à votre remarque croisser et multiplier, moi je dirais qu'il y avait écrit, il manquait une phrase, c'est croisser et multiplier, parce que de toute façon, vous ne surexplorez, vous n'envahirez pas la planète. Il y a chez l'homme, comme chez les animaux, des rétroactions qui font que quand la population augmente trop, des comportements se créent qui la font baisser. J'ai des discussions, j'en ai eu pas mal avec mes copains démographes, parce que, bon, moi je vois ça, la démographie animale, et eux c'est la démographie humaine, et ils disent, ah oui, non mais c'est parce que c'est l'éducation de la femme qui fait que la natalité baisse, etc. Moi je dis, ok, mais là c'est l'éducation de la femelle baliste, j'en vois pas. Et pourtant, on a aussi des baisses comme ça. Donc les réponses qu'ils donnent sont pas du tout... sont intéressantes. C'est dogmatique. Ça, c'est des hypothèses. Voilà, mais pour le moment, il n'y a rien qui le démontre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on se stabilise. Bon, ça, c'est pain béni, hein, merci, petit Jésus, tout ce que vous voulez. On se stabilise. Et donc,
on n'est pas condamné à mort. C'est ça le truc essentiel. Merci. Des questions. Vas-y. Du coup, t'expliques qu'on va arriver à 12 milliards. Et pour que ça change, il faut que le système économique s'écroule. Ce qui va arriver. Je ne sais pas si, c'est quand. C'est le plus facile. Mais le problème, c'est, admettons, si le système tombe prochainement, effectivement, du coup, ce que tu proposes peut avoir lieu, mais si ton système tombe dans 40 ans, je vois pas trop comment on va pouvoir réussir à... Même si effectivement la natalité va finir par se stabiliser et arriver à 12 milliards, il y aura la guerre évidemment. Oui, c'est possible qu'il y ait des... En général, quand l'humanité se heurte à des problèmes, elle fait une bonne guerre et c'est résolu. Oui, c'est ce que... Mais là, il y a un point qu'il faut peut-être prendre en compte, c'est que l'économie aussi a choisi une croissance exponentielle. Et la croissance exponentielle, c'est pas viable. C'est une rétroaction positive qui fait que nécessairement, ça se casse la gueule. Et les courbes exponentielles, quand elles sont parties, ça va très vite. Très très vite. Donc je vois pas, enfin personnellement, je suis assez optimiste, on va dire, pour qu'on se paye la révolution générale dans pas longtemps. Cela dit, il y a eu un précédent en Europe, parce qu'on se dit, oui, mais c'est l'effondrement, etc. Ça a été la peste noire. Non. Là, quand même, la population a baissé de je ne sais pas combien. C'est les historiens moitié. Oui, enfin, il y a des cas comme ça où il y a un effondrement qui n'est pas complètement lié à un effondrement complet de la société. Il y a des bouleversements, j'imagine, je ne suis pas historien, mais je pense que... il faut être optimiste en plus. Disons que c'est... Non, ça n'est pas cuit. Parce que la démographie se stabilise. Et ça, c'est le point clé. À partir de là, si on fait cuire, c'est de notre faute. Hein. C'est pas la faute à la nature. La petite différence, excusez-moi, entre les animaux et l'humain, c'est qu'on a un animal qui est capable de réflexion. On va au-delà de nos instincts. Je suis désolé, là par contre, là, je suis pas d'accord avec vous. L'animal, il suit son instinct. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Et il est magnifique. Le petit insecte, il est extraordinaire. Les animaux sont admirables, mais ils suivent un instinct. L'homme est capable de choisir, de prendre des décisions. Et là, je vois, il y a des décisions à prendre. Et on peut prendre des bonnes décisions. Moi, je n'en viens pas comme vous à souhaiter la catastrophe mondiale. Je trouve ça affreux. Non, je ne souhaite pas. Je ne sais pas, vous l'avez dit plusieurs fois. Mais je pense que c'est une des voies. Il faut peut-être essayer de l'éviter. C'est une des voies possibles, bien sûr. C'est pour moi la plus probable. Mais je ne l'apporte pas dans mon cœur. Hein. Moi aussi, j'ai un petit compte épargne. Moi, je pense que... Cela dit, alors là, il y a en revanche un vrai désaccord. Pour moi, j'avais écrit cette formule, j'ai dû la piquer chez quelqu'un parce qu'on n'est jamais original. Je dirais que tout l'animal est dans l'homme, tout l'homme n'est pas dans l'animal. C'est-à-dire que l'homme possède aussi des instincts, des réactions, des réactions inconscientes. Il est mené par ses phéromones ou par tout ce que vous voulez, et il réagit pour beaucoup de choses, beaucoup plus de choses qu'on ne le croit, sans réfléchir. Je ne veux pas dire que c'est un irréfléchi, je veux dire qu'il est mené par... Il a des solutions. Quand vous traversez la rue et qu'il y a un gros bruit de frein, vous rentrez la tête, vous baissez les trucs, vous réagissez. Pas de façon cognitive. Vous avez dans votre bibliothèque de réaction spontanée, celle d'éviter ce genre de choses. L'instinct de survie. Alors, le mot instinct est toujours très embêtant. Mais on a une bibliothèque de réactions inconscientes. Et même quand on pense réfléchir, finalement, quand on pense qu'on a réfléchi, en fin de compte, on n'est jamais sûr si on n'est pas poussé même dans la réflexion par... Moi, je suis convaincu effectivement que la part inconsciente, de réaction inconsciente était... Je vais vous raconter
Allez, la dernière. Hein, la Non, dernière. Je vais raconter une histoire. Il y a un chercheur italien, un mathématicien qui s'appelle Marchetti, qui a publié dans les années 90, je crois, un papier absolument extraordinaire, dans lequel il étudiait l'évolution des systèmes sensoriels dans une vision darwinienne, etc. Bon, je passe le système, mais il nous disait qu'on a des capacités d'analyse analogique, hein, pas du tout mathématique, extrêmement fortes, bien supérieures à ce qu'on pourrait avoir. Il donnait un exemple, alors qu'un exemple qui a à mourir de rire. Il y a eu des accords, l'histoire est peut-être un peu fausse, mais peu importe, des accords anti-explosion nucléaire, simple je ne sais quoi, tout le monde a signé, plus d'explosions, d'essais souterrains. Alors c'est très bien, on est content, mais on va quand même vérifier. Et donc il se crée un organisme qui surveille et qui met des sismographes pour voir s'il n'y a pas des petits malins qui font quand même. Et alors le problème, ça a été qu'on a eu un signal et qu'il fallait séparer entre le micro-séisme naturel et l'explosion nucléaire. Et alors ils ont fait tourner des machines, des trucs, des analyses de Fourier, enfin, tout ce qu'on peut imaginer comme analyse mathématique de traitement du signal, ils sont arrivés à rien. Et puis il y en a un qui a eu l'idée de concentrer le signal du sismographe à une fréquence telle qu'elle soit dans le spectre auditif. Et à ce moment-là, eh ben, on a vu que le microséisme faisait ping et que l'explosion nucléaire faisait peng. Et ça pose aucun problème. N'importe quel humain, entre ping et peng, il voit très bien la différence. Vous avez le signal, c'est incapable de savoir. J'avais trouvé ça passionnant parce que je trouve qu'effectivement, on a une capacité à ne pas s'occuper en fait, du milieu qui nous entoure, parce que notre cerveau et notre corps s'en chargent très bien. Et donc on est perdu dans ses pensées, on pense à, je sais pas, je vais faire M. Emmanuel Macron l'année prochaine, je ne sais quoi, et pendant ce temps, on marche dans la rue, on fait attention à tout ce qui se passe. On a une portion d'animal extrêmement forte chez nous. Mais on n'est pas que ça, évidemment. Sinon, ça ne vaut même pas la peine d'avoir, on ne serait pas là pour en parler. Et c'est ce qui fait toute la différence de l'humanité. L'homme est à la fois radicalement différent de l'animal, mais il contient l'animal en lui. Et donc, il faut avoir ça en tête. Bon, donc on est plus d'accord que vous n'étiez pas d'accord au début. Ah non, mais ça c'est mon dada, alors on peut rester jusqu'à 11h si vous voulez. Parce que c'est vraiment... S'il n'y a pas d'autre, allez-y. Oui, merci. Aujourd'hui, nous entendons parler du principe de réensauvagement des espaces. Bon, comme vous le disiez, la France, c'est une terre depuis bien longtemps qui n'a aucun espace sauvage. On peut en trouver en Amérique du Nord encore. C'est vrai que la France est un jardin. Est-ce que vous pourriez nous éclairer, parce qu'on en entend de plus en plus parler, est-ce que ce principe est viable? On a introduit l'ours, par exemple, dans les Pyrénées. Est-ce que c'est une solution envisageable ou c'est une question Oui, c'est une question compliquée. On entend de plus en plus parler. Est-ce qu'il faut réensauvager un écosystème qui n'est plus sauvage? Oui, Alors là, j'ai une histoire qui va vous répondre. Je suis allé une fois visiter un petite réserve sur les côtes languedociennes, du côté de Villeneuve-les-Maglones, dans l'Hérault, où il y avait des gars qui montraient un écosystème de marais salants, typique, de milieu, donc un milieu hyper salin, avec des oiseaux, des plantes, etc. Le problème, c'est que l'activité de marais salants a disparu depuis une trentaine d'années. Et donc, comme en Méditerranée, il n'y a pas de marée, l'entrée d'eau de mer s'était fait en fonction du vent, etc. C'est-à-dire que c'est les ingénieurs paludéens qui choisissaient qui augmentaient artificiellement la salinité de ce milieu. Il n'y en a plus, moralité, le milieu devient saumâtre. Et alors, nos pauvres guides écologistes nous disaient qu'ils passaient leur vie, en fait, maintenant, à enlever les espèces qui arrivaient et à remettre celles qui voulaient partir pour nous montrer un écosystème salin. Oui, mais à mon avis, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'on est dans un écosystème anthropisé.
Alors, là où ça a un sens, c'est qu'il faut sauvegarder le maximum d'espèces. Et que donc, si on peut faire une réserve, ben oui, non mais ça j'ai jamais dit comment ça. Si on peut faire des réserves, si on peut... Alors, le problème, c'est que pour les plantes, et encore, c'est probablement pas si malin que ça, on a des réserves de semences, hein, il y a celle-là au Spitzberg, je ne sais où, encore qu'on oublie les interactions, les champignons, tout ça. Enfin bon. Mais chez les animaux, un animal in vitro, c'est plus... un lion de cirque, c'est pas un lion. Donc, si on veut sauvegarder ça, il faut sauvegarder un milieu, une réserve. Les réserves, ça marche bien, hein, il faut les faire. Mais il faut les faire sachant que c'est la seule façon qu'on a de garder ce qu'on peut en récupérant l'espace pour nous. Alors, dans un milieu comme l'Europe, globalement, je pense que c'est bien d'avoir des réserves comme ça, mais c'est pas le sens. Nous, il faudrait plutôt réanthropiser, parce qu'en ce moment, on est en train de machiniser notre milieu. Hein. On l'industrialise à toute berzingue, il n'y a plus du tout de relation entre l'homme et son milieu. Or, notre écosystème, c'est un écosystème humain. Hein. Quand on parle de... Les écologistes, c'est rigolo. Les écologistes vous parlent de l'écosystème européen, ils vous parlent en fait du bocage. C'est-à-dire d'un truc qui n'est pas du tout l'écosystème original. Les bocageurs, voilà. c'est le travail de l'homme. Hein, donc c'est un écosystème qui a été profondément anthropisé. Le re-ensauvager en remettant des aurochs et des forêts, etc., je crois que ça n'a pas vraiment de sens. Bah là, justement, j'ai un petit exemple que j'ai lu récemment, qui va dans le sens de la question de monsieur et de la discussion que vous avez. C'est que dans le parc du Yellowstone, on n'a réintroduit les loups. Ah oui. Hein, et alors, ça a eu un impact complet sur tout l'écosystème. C'est-à-dire que les loups se sont attaqués à la surpopulation de cervidés. Donc, même cervidés dans les forêts, il y a plein d'espèces végétales, les chênes ont pu repousser, parce qu'un cervidé, ça nettoie tout, hein, c'est un ruminant. Hein. Donc, plein d'espèces végétales ont pu se développer de nouveau. Donc, qui dit espèce végétale dit insecte, qui dit insecte dit oiseau. En fait, c'est le parc en entier qui est en train de changer. Oui. Tout simplement parce qu'on a remis le prédateur au-dessus, hein, qui était le loup. Alors, le super prédateur, c'est l'humain, je sais bien, au-dessus des loups. Et voilà, donc il y a moyen de le faire. Et là, on a la preuve que ça a complètement changé ce parc. C'est vrai, mais c'est dans un écosystème qui se veut naturel. Oui. En Europe, le prédateur, c'est l'homme, il n'y a pas besoin d'un autre. Oui. Je veux dire, notre écosystème, on le maintient. On connaît, il n'y a pas un arbre qui n'est pas un propriétaire, il n'y a pas un sanglier qui ne soit pas connu par une société de chasse, il n'y a pas un faisan qui n'a pas été mis un jour ou l'autre. Mais c'est excessif, je suis d'accord. C'est excessif, je ne sais pas, ça marche. Ça marche tant qu'on ne l'industrialise pas, hein. Là je suis bien d'accord avec vous. Si on commence à vitrifier le sol, là, il n'y a plus rien qui marche. Mais tant qu'on l'a fait comme ça, et que l'homme a remplacé... En fait, l'homme enlève un élément de la biodiversité et prend sa place. Bon, il a du boulot. Ça veut dire qu'il faut qu'il bosse, il faut qu'il éradique, qu'il surveille tout, etc. S'il ne l'avait pas prise, le loup aurait fait le boulot très bien, gratuitement, sans aucun problème. Il les a enlevés. Mais tant qu'il prend la place, tant qu'il le remplace, ça peut marcher. Et puis de toute façon, on va être 12 milliards. Je veux dire qu'on retombe forcément là-dessus. Une question. Alors, tu avais dit qu'il ne fallait pas parler de réchauffement climatique à la fin à la réunion. On a 10 minutes pour ça. Allez. Donc, vas-y. Bonne chance. Bonne chance. Ah oui, mais moi je veux savoir s'il y a des gens qui sont pour ou contre. Ouais, alors le réchauffement climatique. Allez, je me lance. D'abord, on a longtemps dit qu'il valait mieux dire changement climatique plutôt que réchauffement climatique. Parce que réchauffement, ça veut dire que tout se réchauffe. Il y a des endroits de la planète qui se refroidissent en ce moment. Le Pérou, par exemple, est un pays qui est un écosystème en pleine anomalie négative. Et on se dit que plus ça chauffe chez les autres, plus ça va se refroidir, ce qui n'est pas normal non plus. Donc on préfère changement climatique. Mais bon, globalement, oui, il y a réchauffement. J'ai lu un truc là qui m'avait absolument stupéfié. Un gars qui disait mais c'est très bien, alors réchauffement dû à quoi? Quand même au gaz à effet de serre. Il y a une corrélation
simple, les courbes sont parfaitement superposables. On peut pas nier que le réchauffement de la planète qui se voit soit pas corrélé à l'augmentation des gaz à effet de serre. Bon. J'ai lu un truc, un gars qui disait mais le gaz carbonique c'est super bien. C'est bien parce que ça fait pousser plus vite les plantes, c'est formidable et tout. Et alors je me suis dit mais ce type ne comprend pas ce qu'il dit parce que le gaz carbonique sur la planète effectivement c'est 0,04%. C'est très peu. Si vous en mettez dans une serre, vous en mettez 2 ou 3%, vous allez voir des trucs qui vont exploser. Mais tout l'écosystème, lui, il s'est construit sur 0,04%. Moralité, alors on parle de poumon de la planète, on disait l'Amazone. C'est évidemment pas la forêt amazonienne. Le poumon de la planète, c'est l'océan mondial. D'abord parce que c'est les 3/4 de la surface de la Terre. Et celui-là, il fonctionne aussi avec 0,04%, mais il fonctionne dans l'eau. L'eau absorbe très facilement le gaz carbonique. La grande majorité du CO2 d'origine excessif, d'origine industrielle, il est entré dans l'océan. Donc on pourrait se dire, c'est bonnard parce que du coup, la photosynthèse va être augmentée, etc. Non, pourquoi ? Parce que ça aboutit aussi à acidifier le milieu. Acidifier le milieu, ça veut dire que les cycles des phosphates, des nitrates, de tout ce que vous voulez, de tous les autres cycles qui accompagnent la photosynthèse sont perturbés. Ça veut dire que la photosynthèse ne se fera pas, même avec plein, etc. Donc dire la Terre c'est comme un jardin des plantes, une serre, on pompe du gaz carbonique et c'est formidable, c'est une aberration, mais c'est une aberration monstrueuse. Hein. On est dans un système qui avait un équilibre à certains niveaux. Il y a 21% d'oxygène, il y a 70% d'azote, il y a 0, je ne sais pas combien, 1,quoi d'argon. Enfin, il y a des proportions. Si on change ces proportions, même de pas beaucoup, on change tout. Or, à l'heure actuelle, on a rajouté du gaz carbonique en quantité industrielle, si je peux me permettre ce jeu de mots. Et du coup, il change un petit peu, même de façon très minime, les proportions de gaz à effet de serre. Il bouleverse la biosphère. Il n'est pas vraiment utilisable. Et donc, il joue son rôle d'effet de serre, c'est-à-dire que ça se réchauffe. Alors, il y en a d'autres qui disent on est tous, c'est fichu parce que c'est l'apocalypse dans pas longtemps. Je crois que ces deux visions, ce sont des gens qui voient 3 points sur une courbe et qui tirent à droite. Et qui disent, d'une certaine façon, votre médecin vous donne un comprimé d'antibiotiques par jour pendant 8 jours pour guérir votre grippe. Si vous en prenez 2 par jour pendant 4 jours, ça ira pas mieux. Si vous les prenez tous les 8 le premier jour, vous ne serez pas guéri dans la journée. C'est un peu la vision qu'ils ont. On continue, on a 3 points et on continue, on extrapole. Alors on peut extrapoler vers tout va bien, hein, plus on a de carbone, plus etc. Ou vers tout va mal. C'est la même chose. C'est dans les deux cas une vision, j'allais dire pas scientifique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les scientifiques qui ont raison. Encore que. Non, mais... sûrement pas. Ah, je suis pas d'accord. Je savais que vous allez... Non, c'était une blague. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des équilibres qui se sont créés depuis, c'est ce qu'on appelle l'Holocène, hein, la période géologique actuelle, qui font que même si on donne plus d'une molécule, plus que vous voulez, ou d'un moyen, ou d'un objet, ou d'une matière dans la biosphère, c'est pas ça qui va d'un coup faire augmenter les choses. Donc si vous ajoutez des choses, elles vont s'accumuler. Et en s'accumulant, elles créent ces problèmes-là. Alors est-ce que ça veut dire que, on nous dit 1, 2, 3, bientôt 7 degrés. Moi, les gens qui me disent on va avoir la température va monter de 7 degrés, je dis c'est pas possible. On sort de la courbe. On ne sait pas ce qui va se passer. Personnellement, moi je ne suis pas climatologue, hein, mais je dirais qu'on va avoir 2 étapes. Une première étape, où on est en plein dedans, où la température va monter à 2 degrés par exemple.
Ça ne va pas être marrant, il va y avoir des bouleversements importants, il y a des coins qui seront... Enfin bon, ça va falloir s'adapter, mais on pourra s'adapter. Le problème, c'est que si on continue allègrement comme ça, après, on arrive dans le mystère. Personne, il n'y a aucun modèle qui peut raisonnablement décrire ce qui va se passer, parce qu'on va sortir de notre système normal. Donc il va y avoir des événements chaotiques, il va y avoir des tas de choses qui vont se passer qu'on ne connaît pas, et qui font que dire « Ah ouais, mais 7 degrés, on y sera, etc. » c'est un peu dire c'est la fin du monde, et puis qu'est-ce qu'on fait après, quoi. Il y a une période qui est grave, c'est la nôtre, parce qu'on sait ce qui se passe, on est dans une dynamique de changement du climat, qu'on appelle réchauffement, et on sait pourquoi. Et on sait comment on pourrait l'arrêter. Si on ne le fait pas, en théorie, je veux dire que là c'est la boîte, hein, du rajouter. Si on arrête, si on cesse de détruire l'écosystème en l'industrialisant, etc., on peut s'arrêter, on peut rester, on sera plus dans les conditions antérieures, parce que ça c'est fini, hein, je veux dire que c'est plus la peine, mais on sera dans un autre type d'équilibre. Si on ne fait pas l'effort, on va dans l'inconnu total, et là personne ne peut nous dire ce qui va se passer, personne. Probablement ça va mal se passer. Voilà. Enfin ça c'est la vision que j'ai moi, mais je vous dis, je suis pas ni modélisateur ni climatologue. Chers amis, on va s'arrêter.